Émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. C'est l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu notre pays dans son histoire récente. L'attaque du commando visant nos confrères du journal Charlie Hebdo a fait 12 morts, parmi eux 2 policiers en plus des 10 journalistes. C'est un fondement de la démocratie qui est ce soir atteint. Les terroristes sont sortis en hurlant « On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo ». Nos confrères ont été exécutés en pleine conférence de rédaction, c'est-à-dire au moment où ils préparaient leur journal. Nous avons intitulé cette émission La liberté massacrée. Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Louis Caprioli est spécialiste de la lutte antiterroriste et des questions de renseignement. Vous êtes conseiller du groupe Géos et je rappelle que vous avez eu en charge la lutte antiterroriste à la DST. Mohamed Sifaoui est journaliste, réalisateur, écrivain. Vous travaillez depuis nombreuses années sur les réseaux islamistes et sur le terrorisme. Parmi vos nombreux ouvrages, citons ce soir Mes frères assassins au Cherche Midi éditeur. Roland Jacquard est président de l'Observatoire international du terrorisme. Vous aussi êtes l'auteur de nombreuses publications, dont la dernière, Les Testaments secrets de Ben Laden, aux éditions Jean Picolec. Enfin, Dominique Régnier est politologue, professeur à Sciences Po. Vous dirigez la Fondation pour l'innovation politique et travaillez notamment sur la montée de l'extrémisme en France et en Europe. Je me tourne tout d'abord vers nos spécialistes. Tout le monde remarque depuis ce matin le professionnalisme d'un groupe visiblement informé et préparé. Louis Caprioli. Oui, quand on voit la vidéo qui a été diffusée, on a l'impression que ces gens-là sont dans une zone de combat, qui se déplacent à l'aise dans une rue, que leur intérêt, ce n'est pas de se faire exploser, mais c'est bien de survivre, puisqu'ils ont pris la précaution d'avoir une cagoule, qui sont, j'allais dire, déterminés à accomplir leurs actions, et puis qu'ils ont une connaissance parfaite des lieux, parce que quand on les voit partir, il n'y a aucune précipitation. Au moment où il va rentrer dans la voiture, il a oublié quelque chose par terre, il se lève, il prend le temps de ramasser le tueur qui est sur le siège passager, ensuite il ferme la porte, et il n'y a aucune, j'allais dire, inquiétude de leur part d'être attaqués par qui que ce soit, puisque déjà ils ont éliminé le policier qui était sur le côté. C'est ce qu'on appelle un commando. Oui, c'est un commando bien entraîné, qui a fait une reconnaissance d'objectifs, qui connaissait tout l'environnement parfaitement. Bien entraîné et forcément informé, Roland Jacquard. Oui, c'est une exécution. Pour moi, c'est un scénario d'exécution. C'est un peu comme ça se passe dans la mafia, où quand on veut, on a un ordre. Et probablement, depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, il y avait une sorte de fatwa, un ordre religieux, comme il y en a un sur Salman Rushdie, pour d'autres circonstances, cet écrivain. Et il fallait l'exécuter, ce qui prouverait que l'ennemi externe que l'on attendait avec les retours de Syrie, on n'a pas vu l'ennemi interne qui était là sur le territoire, une sorte de 5e colonne avec des gens très informés, très renseignés, qui probablement ont fait des filatures sur les journalistes et notamment sur les dessinateurs. Oui. Et ça veut dire qu'il fallait avoir le jour de la conférence de rédaction de nos confrères, l'horaire où ils se réunissent. Ils arrivent au moment, je le précisais, d'où le titre de l'émission, où ils sont en train de préparer la prochaine édition de leur journal. Donc on est au cœur du dispositif du travail d'une rédaction et d'un journal qui est en train de se faire et de se préparer. Oui, ils connaissaient les gens par leur prénom, ils connaissaient manifestement les endroits. Donc je vous dis, il y a eu comme, rappelez-vous, Action Directe passait de nombreux jours à faire suivre les futures cibles à l'époque. Et là, probablement, il y a eu des repérages, des filatures, voire des vidéos qui ont été prises sur les habitudes des uns et des autres. Peut-être même des pénétrations intérieures pour connaître les horaires des conférences de rédaction. Donc, on est affaire à, je vous dis, à une véritable exécution, une opération de commando avec des gens extrêmement précis. Qui savaient, parce que vous êtes tiré à la Kalachnikov, c'est pas forcément facile comme on le croit, avec une exécution sommaire du policier, avec des gens, comme l'a dit Louis Caprioli, qui sont partis de là d'une manière tout à fait sûre d'eux-mêmes. Je vous pose tout de suite la question parce que tout le monde évidemment se la pose. Après on va redétailler le fil de cette journée qui a vraiment été dramatique. Et puis je précise qu'à divers titres on a tous des amis ou des personnes qu'on connaissait qui ont été assassinés lors de cette opération commando. Ce soir on a élevé le niveau de vigilance au plus haut niveau de ce qu'on puisse connaître. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit le début d'une vague d'attentats ? Oui, c'est possible, parce que c'est très inquiétant si on ne les arrête pas en tout cas, parce que le fait qu'ils soient cagoulés montre que ce sont des gens qui veulent recommencer, le fait que les services antiterroristes n'aient pas pu
avoir d'informations opérationnelles sur cet attentat montre que ce sont des gens qui étaient absents des réseaux sociaux, absents de l'Internet, qui ne communiquaient pas, qui n'ont pas donné le signe avant-coureur. Donc c'est extrêmement dangereux parce qu'on est tout à fait dans la terminologie des agents ou d'un réseau dormant. Et donc on peut supposer qu'ils ont aussi des gens autour d'eux, une infrastructure qui les protège et donc ils peuvent tout à fait recommencer. C'est peut-être le signal, malheureusement, d'une série d'attaques. François Hollande a immédiatement expliqué qu'on avait notamment déjoué toute une série d'attentats ces derniers temps. Ça vous semble une évidence? On a des informations là-dessus? Louis Caprioli? Oui, la DGSI, au cours de ces dernières années, si vous voulez, j'allais dire, a empêché la commission de 2 à 3 attentats par an. Mais ces attentats, on n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas commis, que les gens sont arrêtés alors qu'ils étaient dans leur phase préparatoire. Alors, ils n'ont pas été arrêtés alors qu'ils se préparaient à commettre l'attentat. Donc il n'y a pas de côté médiatique spectaculaire de ces arrestations. Si vous voulez, ça reste, j'allais dire, dans le cadre de toutes les interpellations, les centaines d'interpellations qui sont réalisées. Ce qui est inquiétant parce que là on est au stade des hypothèses, dans cette opération, c'est que ces 2 individus, est-ce que ce sont 2 individus qui ont agi sur ordre, ils ont soi-disant prononcé Al-Qaïda. On vient dans le cadre d'Al-Qaïda. Dans le cadre d'une structure d'organisation, alors ça veut dire qu'ils ont un réseau, une structure, où ce sont 2 individus qui se sont auto-radicalisés et que pour avoir des armes, c'est pas difficile sur le territoire français, d'avoir des armes qui arrivent du Kosovo ou d'autres régions. Donc l'inquiétude, c'est effectivement, que va-t-il se passer maintenant ? Parce que ces individus sont capables, j'allais dire, dans 2 heures de recommencer. Quand on les a vus agir, la façon dont ils ont agi, ils sont capables dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, demain, de recommencer leurs opérations. Et donc ça, c'est l'inquiétude que l'on peut avoir, parce que dès lors qu'ils ont commis cet attentat, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas identifiés, comme l'a dit Roland Jacquard. Ça veut dire que demain, ils peuvent recommencer et qu'ils n'auront pas les services à leur trousse. Alors avant de donner la parole à nos autres invités, revenons sur le fil de cette journée. Il est 10h40 ce matin, lorsqu'un commando de 3 hommes fait irruption dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Les membres de la rédaction vont être tués un à un, parfois en étant désignés par leur nom. Un commando organisé, informé et entraîné. Ils sortent en criant « On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo ». 2 policiers sont eux aussi tués. Les terroristes s'enfuient, laissant derrière eux 12 morts, 20 blessés, dont 4 graves. Le commando est toujours en fuite au moment où vous suivez cette émission. Rappel des faits avec Laurent Hirsch, Pierre-Jean Perrin et Mathieu Vibaud. À gauche! Là! Il est près de midi, au siège de Charlie Hebdo. Alors que certains sont réfugiés sur les toits. Dans la rue, des hommes en noir, armés de fusils d'assaut, viennent de faire un massacre dans les locaux du journal satirique. Dans leur fuite, ils n'hésitent pas à achever un policier blessé d'une balle. Au début, je croyais que c'était des forces spéciales qui tiraient sur des trafiquants de drogue ou un truc de ce genre-là, ou même encore qui filmaient un film, on ne comprenait rien du tout. Et c'est juste après qu'on s'est aperçu que c'était une fusillade qui a pris pour cible Charlie Hebdo qui était juste à côté. D'abord, on a entendu les coups de la fusillade, en fait, mais c'est impressionnant. Et mon mari m'a dit, il tourne un film. C'est affreux, hein. Donc, et là, on regarde par le balcon et on voit tous les mecs de Charlie Hebdo sur les toits là-haut et qui criaient « Rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, le bruit? Oui, le bruit. Le bruit, ça a été le premier. Et après, l'intervention des malfaiteurs contre la police, ça a été impressionnant. Ouais. J'ai bien vu que la police avait peur et reculait, quoi. Qu'ils ne pouvaient rien faire. Arrivés sur place, les secours constatent les dégâts. 12 morts, 2 policiers, les 4 dessinateurs, Charb, Cabu, Wolinski et Tenius, ou encore l'économiste Bernard Maris. 4 autres personnes sont très gravement blessées. Un peu partout dans le quartier, la fusillade a laissé de nombreuses traces. C'est la NPE en fait, et donc les gens sont restés calfeutrés. Et il y a un deuxième éclat ici. Un deuxième éclat juste derrière toi.
On a ici. Les enquêteurs, déployés en nombre sur place, inspectent méticuleusement les lieux qui rapidement sont évacués. Donc on a encore des douilles au sol, il y a des traces de sang, donc pour l'instant je vais demander de regagner de l'autre côté. Et une fois que ça sera clean, on pourra vous laisser passer. Pour l'instant on évite au maximum de polluer la zone. Ok ? Quelques minutes plus tard, c'est le président de la République en personne qui se rend sur les lieux de l'attentat, suivi du Premier ministre. Cette unité nationale à laquelle le président de la République a appelé, elle est plus que jamais nécessaire pour faire face à ses adversaires, à ses ennemis de notre pays, de nos valeurs et de la démocratie. Toutes les polices de France sont mobilisées pour retrouver les terroristes, toujours en fuite à cette heure. Voilà pour le rappel des faits de cette journée absolument épouvantable. On a cette première question, ou peut-être presque un témoignage de téléspectateurs ou téléspectatrices. Cabu, Wolinski, Charb, Tinius, Maris. Mais pourquoi je suis effondré? Je suis trop choqué pour poser une autre question. C'est donc, je dirais presque un témoignage d'amitié, d'affection et de soutien qu'on peut entendre à travers ce témoignage d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Qu'est-ce qui vous frappe dans les images qu'on vient de voir, Mohamed Sifaoui? Tout, mais en même temps, malheureusement, ce n'est pas une surprise. Je le dis, je n'imaginais pas que la chose allait se passer comme ça. Je n'imaginais pas que j'allais perdre des amis. Je n'imaginais pas que ce journal, avec lequel j'ai une connivence intellectuelle et idéologique profonde, pour lequel j'avais témoigné dans le procès des caricatures, allait être visé. Quand je l'ai appris, je pensais que c'était un hurluberlu qui avait jeté quelque chose ou qui avait menacé. Et je vous assure que je ne réalise pas encore. Je suis peut-être dans le déni parce que ça fait remonter beaucoup de choses, y compris dans mon parcours personnel. On a été menacé pour les mêmes raisons, on a été protégé par les mêmes flics. Aux mêmes périodes, on a partagé des combats en commun. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis effondré, je ne vous le cache pas, mais je veux garder la tête haute parce que je veux que ces barbares sachent que certes ils ont tué Charb, certes ils ont tué Wolinski, certes ils ont tué Cabu, certes ils ont tué beaucoup de personnes, certes ils ont tué des policiers, il ne faut pas les oublier, non. Mais ils ne tueront pas notre liberté d'expression. Ni Allah, ni Mahomet, ni personne ne pourra tuer la démocratie. Ça, je tiens à le dire de la manière la plus claire. Et d'autant plus clairement que ce qui fait mal au cœur dans le climat nauséabond parfois, c'est que, permettez-moi de le dire ainsi, quand même Charlie Hebdo représente et représentait, et les gens qui ont été assassinés représentaient une nuance qui est parfois niée dans cette société. Parce que quand on est confronté d'une part à la haine xénophobe et d'autre part au terrorisme le plus abject, c'est vrai que cette modeste nuance, que cette modeste voix tente de porter de temps à autre, ce soit à travers des travaux journalistiques, ou à travers des livres, ou à travers des émissions comme les vôtres, sont parfois totalement occultés. Et je souhaiterais que cet assassinat, que cet crime barbare ne soit pas vain, que les gens prennent conscience qu'entre la barbarie intégriste des fanatiques islamistes et entre la xénophobie haineuse qui génère d'autres haines, il y a quand même des postures républicaines qu'il faut maintenir. Et c'est ce cap, me semble-t-il, qui doit être le nôtre, tous, en ce moment de gravité. On va voir, notamment dans quelques instants, que les réactions du président Hollande et de Nicolas Sarkozy ont été visiblement à la hauteur de la situation et de l'émotion qui traverse le pays. Qui avaient témoigné tous deux pour Charlie Hebdo au moment des caricatures. Absolument. Avec François Bayrou et d'autres acteurs politiques. Absolument. Et intellectuels. Je précise à nos téléspectateurs que notre ami Bernard Maris, qui appartenait à la rédaction de Charlie Hebdo et qui était très souvent invité sur ce plateau, fait partie des victimes et que nous pensons évidemment, comme à toutes les familles, mais en particulier ce soir à ses enfants. Vous m'avez fait remarquer quand même, quand on entend les types sortir du commando, que la façon dont ils disent on a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo, vous m'avez dit mais on a l'impression qu'ils s'adressent pas seulement à la foule, c'est comme s'ils parlaient à des... En tout cas ça vous a fait réagir, c'est comme s'ils parlaient à des complices. Moi, je parle sous le contrôle de personnes qui connaissent probablement les modes d'opératoire. C'est votre réaction spontanée. Mieux que moi. Oui. Je pense qu'une telle opération, si elle a été vraiment bien préparée, et je pense qu'elle a été
minutieusement préparée. Les tueurs ne pouvaient s'empêcher de laisser leurs arrières protégés par ne serait-ce des choufs, des personnes ou peut-être d'autres complices armés. Des guetteurs, oui. Et des guetteurs qui pouvaient anticiper sur un passage fortuit de policiers ou de venir en renfort si besoin était. Et donc je ne pense pas qu'ils aient clamé j'ai l'impression d'avoir entendu mission accomplie. Un mot là-dessus, et on va écouter le président de la République et Nicolas Sarkozy. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'ils avaient sur eux, ça l'enquête pourra le montrer, est-ce qu'ils avaient sur eux des systèmes intégrés de vidéo ou audio, comme avait Mohamed Merah qui s'était filmé, comme avait Nemouche, etc. Et est-ce qu'ils n'étaient pas en train de dire, effectivement, la mission a été accomplie et on a exécuté notre mission. C'est très frappant, et je le répète encore une fois, dans les annales du terrorisme non organisé, c'était pas qui était programmé par des États et des services de renseignement, c'est une exécution capitale. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont minutieusement mis un plan à exécution avec des filatures, peut-être même peut-être même en allant à l'intérieur des locaux, qui se sont fait peut-être des amis. Donc l'enquête va être très importante parce qu'il va falloir maintenant entendre. D'abord, il faut faire une analyse vocale de ceux qui ont prononcé ces mots pour voir exactement d'où est-ce qu'ils peuvent... Là, les voix qu'on a entendues sont même en pleine rue, parfaitement reconnaissables. C'est troublant. Voilà, tout à fait. Mais il va falloir voir à peu près vers quelle origine on peut se tourner. D'autre part, l'interrogatoire de l'ensemble du personnel, soit administratif, soit journalistique, de la rédaction va être très important. Il est d'origine algérienne, celui qui a parlé. À 95%. Voilà, je sais reconnaître l'intonation comme on dit, du franco-algérien, des quartiers populaires, avec, je dirais, cette intonation à 95%. En tout cas, à 100%, il est maghrébin. À 95%, je dirais, il est d'origine algérienne, celui qui a parlé. Louis Cabrioli. Oui, c'est une opération des cils. Hein. C'est-à-dire que l'exécution d'Osama Ben Laden, on est dans le même cas de figure. Ce sont des gens qui ont agi comme les cils américains quand ils sont allés attaquer Osama Ben Laden. Ils avaient une mission, ils avaient un objectif et ils connaissaient parfaitement l'objectif. Et quand on les voit dans leur tenue, je suis j'ai l'air stupéfait de les voir. Ils sont chez eux, ils sont dans les rues de Raqqa, ils sont dans une rue en Irak et ils agissent, j'allais dire, sans aucun stress, aucun. C'est un commando en tenue de combat qui mène une opération de A à Z. Très souple. Et alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'interrogations, parce que des interrogations vont même à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu des fuites à l'intérieur de Charlie Hebdo pour avoir une telle connaissance des personnes. Des complices. Et oui. Des complices. Ou en tout cas de la complicité dans l'information. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais dire, les enquêteurs ont un travail énorme à réaliser. Ça fait partie des questions qu'on va être obligé de se poser. Ça serait pas étonnant. Je veux dire, à Charlie Hebdo, il faut bien connaître la rédaction. C'est des gens cool. C'est pas des psychorigides, angoissés. Ils étaient à la fois très conscients des dangers, mais en même temps, pour en avoir discuté, en tout cas avec Charles à maintes reprises, je sais que c'est pas, leur profil, c'est pas prise de tête, ces gens-là. Ils étaient conscients des dangers, mais en même temps, ils pensaient pas que ça allait arriver. Donc, et ils avaient une certaine confiance en l'être humain. Je veux dire, c'est pas des gens qui auraient pu rentrer dans une logique délit de faciès, etc. C'est pas vrai. Donc, oui, ils ont pu être victimes aussi peut-être de leur naïveté ou d'un certain laisser-aller. Oui, un dernier mot. Je voudrais juste ajouter quelque chose. En visant la presse, en visant bien sûr les journalistes, en visant la liberté en général, il ne faut pas oublier que par derrière, ils ont tué aussi 2 policiers. Oui. Et que donc ils font coup double parce qu'ils visent également les représentants de l'autorité sur le pays. J'ai été très frappé, excusez-moi, c'est un témoignage, comme on le dit, pris à la volée, mais on entend un habitant du quartier dire on a vu la police qui reculait. Dieu sait si nos policiers sont courageux et s'ils font leur travail, mais ça veut dire que l'aspect préparé et militaire que décrivait il y a quelques instants Louis Cabrioli a fait un moment fléchir des policiers qui, eux, en tout cas, n'étaient certainement pas préparés à une attaque de ce type. Oui, et puis... moi, il faut revenir en arrière. Vous savez, il y a eu une affaire de caricature de Mahomet qui s'est passée également au Danemark. Oui.
et où à l'époque il y a eu des menaces très précises qui avaient été faites. Le journal est protégé ce soir. Le journal a été protégé, mais à l'époque les services de renseignement danois et les services de renseignement hollandais avaient été sur la piste de commandos algériens précisément, qui avaient été chargés, qui étaient proches d'Al-Qaïda Maghreb islamique, et qui avaient été chargés justement de faire des opérations punitives pour venger ce genre de caricatures. Et là, on peut se demander si on n'est pas dans ce réseau aujourd'hui. Revenons maintenant sur les deux principales réactions politiques de cette journée. Tout d'abord, le président de la République qui s'est très rapidement rendu sur les lieux de l'attentat, le plus meurtrier, je vous le rappelle, de notre histoire récente. François Hollande condamne un acte barbare, appelle à l'unité du pays et promet de pourchasser les criminels. Nicolas Sarkozy va intervenir peu de temps après. Unité, fermeté et rassemblement de la République. L'ancien président rappelle aussi qu'il faut éviter les amalgames. Yacine Mili. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. L'ignoble et sanglante fusillade d'une violence inouïe qui s'est déroulée dans les locaux du journal Charlie Hebdo est une tragédie nationale qui bouleverse profondément chacun d'entre nous. Je tiens à exprimer ma profonde émotion face à cet acte abject qui heurte la conscience humaine. La fermeté absolue est la seule réponse possible. La France est une nouvelle fois frappée par la barbarie terroriste et sa violence aveugle. Nous ne pouvons pas céder le moindre pouce de terrain. Nous devons continuer à dire ce que nous avons envie de dire. Et nous devons continuer à vivre comme nous voulons vivre. Nul ne réussira à nous en empêcher. Notre nation est endeuillée, la France est frappée au cœur, la République doit se rassembler. J'appelle tous les Français à refuser la tentation de l'amalgame et à présenter un front uni face au terrorisme, à la barbarie et aux assassins. Voilà pour les réactions de Nicolas Sarkozy et du président François Hollande. On a cette réaction aussi d'un téléspectateur qu'il faut entendre et dont on vient d'avoir des éléments de réponse dans ce que vient de dire notamment Nicolas Sarkozy. Comment ne pas se laisser submerger par la haine après de tels actes? Alors, je crois qu'on est au cœur du processus terroriste. C'est fait pour susciter ce genre de sentiments, c'est fait pour terroriser, c'est fait pour faire peur et accessoirement pour faire réagir et réagir de façon violente. Vous avez envie de commenter cela, Dominique Régnier? Non, vous avez tout à fait raison, Yves Calvi. Les images le montrent. On vient déjà de le dire à plusieurs reprises. C'était très préparé, y compris bien sûr l'attente de la mise en visibilité. Chacun désormais l'anticipe complètement. C'est destiné à faire peur et c'est effrayant. Et cela provoque ensuite évidemment, vous le disiez, une espèce de dialectique où nous allons avoir deux formes de radicalisation qui, comme dans une complicité étrange, vont se renforcer mutuellement. Et cette espèce de dialectique, elle fait monter en intensité. Là, nous sommes au plus haut niveau parce qu'il y a beaucoup de morts. Mais c'est une confrontation qui, dans l'imaginaire, je pense, aujourd'hui en Europe, parce que c'est un fait européen, ça se passe en France, mais ça s'est déjà passé en Europe à plusieurs reprises,
il y a eu beaucoup d'actes de ce genre quand même depuis quelques années, fait surgir cette figure qui hante aujourd'hui les Européens de manière très profonde, très sourde, de plus en plus explicite quand même, mais cette idée que nous sommes dans un processus de guerre civile en quelque sorte, et qu'il y a en Europe une confrontation qui commence à s'exprimer et qui a pu déjà donner lieu à des crises qu'on n'a pas oubliées, hein, mais des attentats à Londres, on a parlé tout à l'heure de l'affaire des caricatures. Je veux quand même rappeler ici qu'en 2005, lorsqu'il y a l'affaire des caricatures danoises, il y a un journal français qui s'illustre dans sa solidarité avec le journal danois, c'est Charlie Hebdo. Oui. Et au fond, c'est une espèce de chaîne qui se poursuit aujourd'hui, et c'est ça qui leur est arrivé aussi. Et de la même façon, en 89, la fatwa sur Salman Rushdie ouvrait, en 89, ouvrait, après sa publication des versets sataniques, une série d'épreuves dans lesquelles on a vu en Europe apparaître un doute sur la possibilité de poursuivre une œuvre commune qui est la liberté d'expression. Parce que, encore un mot là-dessus, mais c'est très nécessaire que le chef de l'État actuel et l'ancien chef de l'État s'expriment. Parce qu'en effet, oui. Ce qui est mis en question là, ce sont, on peut le dire comme ça, c'est au moins 2 articles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Article 10, article 11. Liberté pour la presse, liberté de penser pour tout le monde. C'est ça qui est attaqué, en fait. Donc on est vraiment au cœur du corpus qui fait nos valeurs. Et on le retrouve, ces articles, dans la Convention européenne des droits de l'homme. Article 10 également. C'est pas compliqué, c'est l'article 10 également. Et donc on a en Europe aujourd'hui une interrogation sur la possibilité d'être obligé de reculer sur l'essentiel de notre corpus de valeurs, en particulier la liberté. Alors c'est ce qui fait le titre de notre émission ce soir, et vous venez de rappeler l'un et l'autre notamment qu'il y a une histoire plus longue que celle de l'événement épouvantable que nous traversons aujourd'hui. Et je précise quand même que parmi les couvertures du journal aujourd'hui, il y avait une référence à la sortie du livre de Michel Houellebecq, Soumission, et avec un clin d'œil qui était toujours pas d'attentat en France. Il y avait une caricature d'un barbu qui disait on a jusqu'à la fin du mois pour faire nos vœux. Enfin je le cite, excusez-moi de mémoire. C'est le trait de Charb. Voilà, c'est le trait de Charb. Alors, on est dans une continuité, mais même historique, dans les rapports de force des uns et des autres, autour de ces questions de liberté, notamment de la liberté d'expression. Je pense qu'on n'est pas conscient parce que... Enfin, certains ne sont pas conscients parce que Charlie Hebdo a ce côté satirique, oui. Le dessin, etc. Donc la légèreté tournée en dérision. L'aspect humoristique et parfois choquant du journal, voilà. Mais pour tout le monde, à divers moments de sa vie. Mais comment dire, l'aspect choquant, c'est pour interpeller, c'est pour attirer l'attention, c'est pour susciter la polémique, c'est pour susciter donc le débat. Si on ne sait pas, en tant que citoyen et en tant qu'individu, en tant qu'homme ou en tant que femme, tenir le choc face à ça, c'est que tout simplement, désolé, on n'est pas démocrate. Et si on n'est pas démocrate, on n'a rien à faire dans une société démocratique. C'est ce que nous ont dit nos 2 présidents, parce que j'ai envie de retenir, enfin ce soir on se dit, ce qui va être très important, ça va être de rester calme en fait. Mais évidemment, oui, mais il faut savoir, vous savez, c'est pas facile. On l'oublie. Les gens se disent républicains, ils se disent démocrates, ils se disent attachés à un certain nombre de valeurs et à l'ensemble du corpus que Frédéric Régnier vient de rappeler. Mais on oublie une chose, être démocrate, c'est un exercice de chaque instant. Être républicain, c'est un exercice de chaque instant. Et c'est devant des faits comme cela qu'on est capable de faire son introspection et de se dire, avec soi-même, si on est démocrate ou pas. Parce que la réaction de facilité, on peut trouver des réactions de facilité. Il y en a eu récemment en Suède, on va brûler des mosquées. On peut faire des ratonnades. On va le voir dans nos derniers reportages. Je veux dire, on va générer de la haine pour répondre à la haine. Mais je suis désolé, c'est une réaction qui place son auteur de facto au même niveau que celui qu'il prétend honnir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Par contre, la position républicaine, dans le cas de la France, et la position des démocrates, c'est celle de la dignité et celle qui va puiser dans toutes les valeurs, enfin toute la réponse dans l'ensemble des valeurs universelles et dans les valeurs de la République. C'est-à-dire être capable de militer pour l'abolition de la peine de mort, y compris pour ces salauds qui viennent de tuer nos copains. Ça veut dire aussi ce que vous venez de nous dire, Mohamed Sifawi, que les questions de sécurité vont être encore plus importantes et dans l'exercice du pouvoir dans les semaines et les jours à venir. On va y revenir. Dominique Régnier, vous vouliez intervenir. Un mot, parce qu'il ne faut pas oublier que ce que nous venons de voir, cet acte-là,
C'est un peu ma réserve quand on le qualifie d'exécution, c'est un acte politique. Ça a un sens politique. Quand on assassine des journalistes et des policiers qui les protègent, quand on assassine des journalistes parce qu'ils ont publié des caricatures du prophète, on réintroduit de fait le délit de blasphème. C'est-à-dire un délit qui n'existe que dans les systèmes politico-religieux. On a aboli en France le délit de blasphème avec la Déclaration des droits de l'homme, 1789. Nous étions rentrés dans la République. Si on réintroduit même de facto, c'est-à-dire non pas des jurés, mais de facto parce qu'on aurait peur, si on réintroduit le délit de blasphème, je ne vais plus reparler du prophète, je ne vais plus faire de caricature parce que sinon je suis menacé, on rentre en réalité dans un nouveau régime politique qui est de type théocratique, puisque la liberté est absolue, sauf en matière de religion. Et donc, c'est un acte politique. Il y a une tentation, je m'excuse de le dire comme ça, et une tentative de fonder, par la violence, un régime de type théocratique. C'est ça l'affirmation qui est posée. Ce n'est pas simplement régler son compte à des journalistes. Alors, je disais il y a quelques instants que la question de sécurité allait être absolument cruciale, notamment pour le gouvernement, pour le ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, dans les jours, dans les semaines à venir. On vient d'apprendre quand même que près de 500 CRS et gendarmes mobiles sont déployés en renfort ce soir à Paris. Enfin voilà, on est en alerte vraiment rouge maximale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui peut être mis en place? Et alors vous savez, il y a toujours des sceptiques qui disent vous mettez des flics dans la rue, ça sert à rien, ils se baladent dans les aéroports. En tout cas, ils en meurent. Vous avez raison de le remarquer, en tout cas ils en meurent. Non, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir là-dessus? C'est un dispositif qui est nécessaire, et on peut pas faire l'économie de ce dispositif, parce que au moins ce dispositif peut protéger sur d'autres terroristes potentiels qui peuvent être des autoradicalisés ou des gens moins professionnels. Moins professionnels. En ce qui concerne les professionnels du terrorisme, malheureusement, cette armée des lâches. Malheureusement, le plan Vigipirate ne pourra pas suffire tout le temps à empêcher les attentats, parce que on ne peut pas surveiller toutes les cibles. Vous vous rendez compte, toutes les cibles aujourd'hui, il y a toutes les cibles publiques, les écoles, les bâtiments publics, les transports. Bon, c'est très difficile tout ça. Monsieur Caprioli pourrait vous l'expliquer, mais pour faire la surveillance d'un terroriste présumé qui est susceptible de faire un attentat un jour ou l'autre, si on veut faire 24 heures sur 24, il faut au moins 20. Si on veut le faire bien, il faut au moins 20 fonctionnaires, parce qu'il faut regarder les téléphones portables, s'il en a un, s'il en a deux. Il faut faire la filature, il ne faut pas être repéré, il faut utiliser ce qu'on appelle des sous-marins, c'est-à-dire des voitures banalisées. Il faut faire de la surveillance humaine, de la surveillance technologique sur l'ordinateur. Comment voulez-vous aujourd'hui surveiller tout ça parce qu'il y avait déjà des... Et pourtant, il est fait. Et pourtant, il est fait. Et malheureusement, il y a des terrorismes, des gens d'AQMI qui sont toujours en France, qu'on a tendance à oublier, et qui peuvent être susceptibles de faire des attentats importants. Et puis, il y a tous ceux qui sont partis rejoindre Daesh en Irak et en Syrie, et qui vont revenir, ou certains sont revenus. Donc, ça fait une masse énorme de terroristes potentiels à surveiller. Vous avez décrit très précisément, Louis Caprioli, en début d'émission, le modus operandi, l'aspect de commando. Vous dites, on a l'impression voilà, qu'ils sont en train de faire... Ils sont sur un terrain guerrier, ils avaient une mission... alors, je dirais que on peut comprendre que de temps à autre, des auto-radicalisés ou des types moins explicitement dangereux passe entre les mailles du filet. En même temps, l'aspect justement militaire et radical jusqu'au bout de ce qui s'est passé ce matin inquiète certainement ceux qui nous écoutent ce soir en se disant mais comment se fait-il que des types justement de cet acabit et de ce professionnalisme n'aient pas pu être repérés plus tôt? Parce que quand on est professionnel, on est jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout parce qu'on va tuer, jusqu'au bout parce qu'on fait des reconnaissances, mais jusqu'au bout parce qu'on apprend justement à ne pas se mettre sous le radar des services. Puisque, vous savez, dans les camps d'entraînement, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend le matin, on se lève, on fait le Coran, on lit le Coran, ensuite on fait un entraînement, et puis après, on apprend à tirer, et on apprend à quoi? Eh bien, à apprendre à faire des contre-filatures, apprendre à ne pas utiliser son téléphone. Et les gens qui sont actuellement dans cette mouvance, ils savent parfaitement que
Internet est surveillé, que les réseaux sociaux sont surveillés, que les téléphones sont surveillés. Et donc, ils savent parfaitement que pour échapper à tout ça, on n'utilise plus ces moyens. On revient à des bases beaucoup plus simples. On a des contacts physiques, on se voit dans des lieux, on fait des contre-filatures. Donc, il y a toute une technique qui leur permet de faire ce type d'attentat, mais qui leur permet d'échapper au radar des services. Et ce qui est intéressant dans cet attentat, malheureusement, c'est de s'interroger. Pourquoi, 10 ans après les caricatures du prophète, 10 ans après, 2005, c'est publié au Danemark, 10 ans après, il y a un commando qui fait ce type d'opération. Alors que, on aurait pu dire, ce commando agit au nom d'Al-Qaïda, au nom de l'engagement de la France en Irak, au nom de l'engagement au Sahel. Non. La référence qu'ils prennent, et ils frappent la France. Charlie Hebdo, parce qu'ils auraient pu frapper au Danemark. Pourquoi la France? Donc, si vous voulez, il y a toute une préparation, une décision qui a été prise, disons une décision stratégique qui a été prise de dire on va frapper la France, on va frapper Charlie Hebdo. Parce que Charlie Hebdo n'en avait pas fait plus que les 12 caricatures du prophète qui étaient au Danemark. Il faut se souvenir que cette volonté de frapper les gens qui ont fait les caricatures ou ceux qui ont participé aux caricatures, c'est un processus qui existe depuis 2005, puisque vous avez une Américaine convertie qui a été arrêtée à Londres alors qu'elle devait assassiner un des caricaturistes, si vous voulez. Donc on a un processus qui est très ancien, et là il y a une décision stratégique qui a été prise. Moi j'ai l'impression, plus on en parle, que ce n'est pas une décision de 2 individus, mais que c'est une décision stratégique parce que, j'allais dire, l'image du prophète et ce fameux blasphème dont vous parlez, ce fameux blasphème à l'égard du prophète, il faut y mettre fin. Et donc, y mettre fin, on aurait pu y mettre fin au Danemark, on aurait pu y mettre fin, non, on a choisi la France. Donc on a de nombreuses lectures sur cet événement. Pourquoi 10 ans après? C'est ce qu'il hurle en sortant. Mais la France, c'est juste un mot là-dessus. Choisir la France, vous faites une très bonne hypothèse, je trouve, parce que choisir la France, c'est véritablement efficace, puisque la Révolution française, c'est les droits de l'homme. Les 2 articles que j'ai cités, enfin le 10 et le 11 de la déclaration, c'est la liberté de communication, la liberté de la presse et la liberté de penser. Et donc, en effet, choisir de frapper là, et Charlie Hebdo a été par ailleurs le plus solidaire de tous les journaux français avec le journal danois, et l'un des plus courageux en Europe, il faut bien le dire, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a aucun doute là-dessus, oui. Voilà. Et bien, frapper à la fois Charlie Hebdo et en effet Paris, c'est aussi, je trouve, de ce point de vue-là, politiquement significatif. Ce qui est très impressionnant dans ce que vient de dire Louis Caprioli, c'est, je dirais, on a l'impression que le temps n'a pas d'importance. Et que s'il y a, j'emploie le terme par commodité de langage, excusez-moi, mais s'il y avait une fatwa sur le journal, si on continue de vouloir régler le compte des caricatures de Mahomet, 10 ans après, on continue de poursuivre ses objectifs. D'habitude, on pense que ce sont les services spéciaux et les services qui poursuivent les terroristes qui disent celui-là, on finira toujours par le récupérer un jour. Là, ça s'est passé dans l'autre sens. Ce qui est sûr, tous les spécialistes de l'antiterrorisme le savent, c'est qu'ils ont le temps pour eux. Les terroristes ont le temps pour eux. Ils frappent quand ils peuvent, là où ils peuvent. Ça, on le sait aujourd'hui. Bon, quand ils peuvent monter une opération sophistiquée avec une connotation politique et idéologique, avec des messages médiatiques, etc., évidemment, ils le font. Mais sinon, tout est bénéf, si j'ose dire. Toute opération est bénéfique. Bon, je voudrais rajouter par rapport à ce que Louis Caprioli vient de dire. Et effectivement, quand ils agissent avec un certain professionnalisme, ils peuvent ne pas apparaître sur les radars. Mais les terroristes, et toute l'opinion doit savoir une chose, que maintenant, aujourd'hui, ils sont morts. Ou alors ils sont emprisonnés, déjà. Je m'explique. Oui. Ils ont été, invisibles jusque-là. Aujourd'hui, ils ont fait une opération. Et les techniques dont disposent, les techniques d'investigation dont disposent les services de police vont permettre, et je le crois et je l'espère, leur arrestation, en tout cas leur neutralisation, dans les quelques jours à venir. Donc, le compte à rebours, pour eux, est engagé. Le compte à rebours, pour eux, est engagé. Le risque, c'est effectivement qu'ils rééditent d'autres opérations dans les jours à venir. Mais le compte à rebours, incontestablement, pour eux, est engagé. La deuxième chose, c'est que je pense que dans cette opération, il y a eu une volonté de faire taire, ou en tout cas de terroriser, tous les esprits libres. Et la France est connue
pour justement générer ces esprits libres. Donc ce n'est pas pour rien, pas faire injure au Danemark, mais je veux dire, il y a une vieille tradition en France d'anticléricalisme, il y a une vieille tradition en France d'impertinence à l'égard des dogmes et des religions et des philosophies, il y a une vieille tradition en France de satire et de désacralisation, y compris de la chose religieuse. Donc, en s'attaquant à Charlie Hebdo, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Et en s'attaquant à Paris, la capitale de la France, avec toutes les valeurs et tout le multiculturalisme qui est dans ce climat, je veux dire parfois pas très simple, où on a des tentations par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, des tentations de xénophobie, de repli sur soi. Ils avaient, si j'ose dire, tout intérêt à frapper. Maintenant, c'est le meilleur moment, juste après les fêtes, le premier jour des soldes, le journal qui symbolise le mieux l'impertinence et la liberté d'expression. Alors justement, Mohamed Sifaoui, je suis Charlie, c'est le mot d'ordre qui se propage d'ores et déjà à la fois dans les réseaux sociaux et dans les mobilisations qui se préparent dans les jours à venir. Une centaine de rassemblements sont d'ores et déjà annoncés dès ce soir, place de la République à Paris, mais aussi dans toute la France. L'émotion est d'autant plus forte que beaucoup des figures du journal étaient connues des Français, Cabu, Wolinski, Sharp, T-News, mais aussi Bernard Maris, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui participait régulièrement depuis de nombreuses années à C'est dans l'air. Tous défendaient en tout cas une liberté d'expression sans concession. Barbara Steck, Marie Laurent et Guillaume Biraud. Ils ont tué Charlie Hebdo, assassiné les figures emblématiques de ce journal satirique. Cabu, Wolinski, Charb et T-News. Tombés sous les balles de ceux qu'ils combattaient avec leurs plumes acerbes. Symbole d'une presse libre, dont les unes et les dessins étaient toujours commentés. Créé en 1970, Charlie Hebdo a régulièrement subi des menaces, mais aussi une attaque en novembre 2011. La rédaction avait alors été ravagée par un incendie criminel. Cette semaine-là, le journal publiait un numéro spécial, rebaptisé Charlie Hebdo, avec en une la caricature d'un prophète Mahomet, hilar. Ce jour-là, Sharp défendait une fois de plus toutes les libertés et toutes les expressions. On est dans un pays où toutes les formes d'expression sont possibles, l'expression juridique, l'expression médiatique. On peut s'exprimer sur Twitter, sur Facebook, ce que n'ont pas manqué de faire quelques abrutis islamistes, mais tant mieux, enfin qu'ils le fassent. Et j'attends que les islamistes, plutôt que de cramer, apparemment ils ont inventé le feu, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont inventé, plutôt que de cramer des journaux, qu'ils en fassent des journaux et qu'ils fassent des journaux anti-athées. Oui, Charlie Hebdo est un journal athée. Sans vouloir se soumettre à la peur, il avait alors commencé à être protégé par la police, ainsi que les locaux du journal. S'il le faut, il le faudra, mais c'est déjà céder aux extrémistes que d'accepter leurs règles du jeu. C'est-à-dire qu'on s'arme de notre côté ou qu'on se protège de notre côté comme eux vivent comme des paranoïaques. Moi, j'ai absolument pas envie de vivre comme un paranoïaque. Et je sais que j'ai plus de chances de me faire renverser par une voiture à Vélib dans Paris que de me faire assassiner par un musulman intégriste, parce qu'en France, il y en a très peu. Provocateur, notamment en matière religieuse, en 2006, Charlie avait suscité un tollé dans la communauté musulmane en publiant les fameuses caricatures de Mahomet, d'abord publiées dans un quotidien danois. Attaquée en justice, la rédaction avait été relaxée. On est content et on espère que faire réfléchir tous les gens qui ne comprennent pas la liberté d'expression. C'est réellement depuis cette époque que le journal reçoit des menaces de mouvements islamistes. Dans le dernier numéro, paru aujourd'hui, la une est dédiée à Michel Houellebecq et son livre Soumission. Soumise, cette rédaction ne l'aura jamais été. À Reporters sans frontières, les appels de soutien viennent du monde entier. Un tract en hommage à la rédaction de Charlie Hebdo est en cours de préparation. Ce que je comprends moi, c'est plusieurs choses. C'est évidemment ce noir du deuil, c'est aussi le noir de la censure, de la volonté de censure, et qu'on voit ce que veulent faire de la presse ceux qui ont commis cet acte, et qu'on voit aussi notre tristesse insondable devant ce noir-là. Le directeur général de RSF est sous le choc. Est-ce que Charlie Hebdo est allé trop loin
Mais cette question, je trouve qu'elle est absolument Enfin, alors la question, on a toujours le droit de poser une question, mais Charlie Hebdo a exercé sa liberté toute simple. On ne peut même pas dire la pousser loin. Exercer sa liberté toute simple, sa liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est pas simplement celle de Charlie Hebdo. C'est s'il y a une restriction, s'il y a de l'autocensure, si dans un pays comme la France, les journalistes ou les dessinateurs ont peur de raconter la réalité telle qu'ils la voient, dans le cadre de leur ligne éditoriale, si les dessinateurs ont peur de faire des dessins humoristiques, alors ça ne va pas simplement changer la vie des journalistes ou des dessinateurs. Ça changera notre vie à tous. Ce soir, les témoignages se multiplient comme sur Internet. Un rassemblement se déroule actuellement à Paris pour rendre hommage à ces combattants de la liberté, aussi impertinents que pertinents. On perçoit les enjeux et la durée. La durée dans ce qui est en train de se jouer, parce qu'en fait, il y a un choc, il y a un rapport de force entre ceux qui veulent faire taire et en plus qui veulent faire taire par la violence, et l'histoire. Alors, à travers cette rédaction en particulier, moi, j'ai jamais entendu parler de 10 morts dans une même rédaction. Enfin, ça me semble quelque chose de, pour le coup, historique suite à une opération. C'est-à-dire que même en le disant ce soir, j'ai encore moi-même du mal à le croire en vous le disant et en le disant à nos téléspectateurs. Ce qui était frappant là, une fois de plus, c'était la durée et le fait qu'à Reporters sans frontières, on nous dise, voilà, on ne peut même pas poser la question d'une certaine façon de dire est-ce qu'ils sont allés trop loin. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'on s'est souvent posé la question, notamment en voyant leur une, parce que chacun à titre individuel a soit ri, soit été choqué, et dans une vie de lecteur, on passe par tous ces sentiments. On a toujours été, chacun de celles et ceux qui écoutent l'émission, chacun ici, à un moment donné dans sa vie, été dérangé, et même choqué par un usage de la liberté. C'était parfaitement dit dans l'interview du patron de Reporters sans frontières. Ça ne peut pas se découper, ça ne peut pas se faire autrement, la liberté. Elle est une, elle ne peut pas être modérée, retenue, conditionnée, négociée, etc. C'est un fait. Et ce qui était très important dans ce qui a été dit aussi, c'est qu'en effet, il ne s'agit pas que, évidemment, de la liberté de la presse, ce qui est déjà beaucoup, il s'agit de la liberté tout court. Bien sûr. Liberté tout court. Parce qu'il est certain que si nous commençons à nous rétracter, si nous commençons à ne pas oser, on ne va pas ne pas oser uniquement parler du prophète ou de l'islam. On va commencer à ne pas oser parler de tous les sujets qui sont un peu compliqués, un peu sensibles ou qui fâchent. Et donc on va rentrer dans une phase de régression démocratique. C'est un des grands sujets, moi je crois aujourd'hui, que cette possibilité que nous entrions dans une période de régression démocratique. On a tous pensé, on a tous été convaincus, et souvent on a convaincu, par exemple, moi, mes étudiants, que la démocratie était un système qui pouvait durer longtemps. Pas toujours, parce que ça n'est pas de ce monde, mais qui pouvait durer longtemps. Eh bien là, nous voyons aujourd'hui la possibilité, pour cette raison comme pour d'autres, que la démocratie ne soit pas durable en réalité. Et que nous ayons entamé aujourd'hui, pas aujourd'hui, ça a commencé il y a quelque temps déjà, mais que nous ayons franchi une étape supplémentaire aujourd'hui, en tout cas, dans une régression démocratique qui nous amènerait dans les années qui viennent à abandonner des pans entiers de ce que nous avons obtenu de haute lutte. Car ce que disait tout à l'heure Mohamed Sifaoui, qui est très important, c'est qu'on a oublié, mais c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas se le reprocher, on a oublié que ce dont nous jouissons aujourd'hui n'a été obtenu qu'après beaucoup de souffrances, beaucoup de combats et beaucoup de héros comme ceux que nous avons vus ici. Toutes ces réflexions justement sur la démocratie, la censure, le fait de vouloir instaurer un califat théocratique et autocratique et sur nous, m'amène à revenir à l'assassinat d'aujourd'hui. Il y a des idéologues derrière cette opération. Oui. Voilà. On n'est pas dans une opération classique. Il y a des idéologues. Et moi qui ai dépouillé les grandes parties des archives d'Oussama Ben Laden qui ont été trouvées dans la maison où il a été tué par les forces américaines au Pakistan, j'ai souvenance aujourd'hui d'un texte, d'un échange de correspondance entre lui et Ayman al-Zawahiri, l'idéologue d'Al-Qaïda, et qui est aujourd'hui le chef d'Al-Qaïda historique, et dans lequel il faisait référence aux attaques contre Mahomet, sans citer Charlie Hebdo, mais aux attaques en général en Occident contre Mahomet, en disant qu'il prendra le temps qu'il faut, mais il faudra punir ces gens-là, parce que... donc aujourd'hui, on est dans une opération, comme le disait Mohamed Sifaoui, ils ont le temps, ils ne réagissent pas comme nous, une opération, ça peut se faire 5 ans, 10 ans après. L'essentiel, c'est de parvenir au but que l'on veut. Et l'autre élément qui est important, c'est que
Ayman al-Zawahiri, qui est aujourd'hui le chef d'Al-Qaïda historique, qui est lui-même en compétition avec la nouvelle direction de l'État islamique et de Daesh en Syrie, avait dit dans une cassette audio il y a quelques semaines qu'il appelait tous les musulmans à défendre Mahomet et qu'il appelait tous les musulmans à venger Mahomet s'il était attaqué. Donc on a lieu également à une émulation entre les groupes terroristes et je ne serais pas, c'est une simple analyse, je ne serais pas étonné que l'opération n'ait pas du tout été menée en rapport avec ce qui se passe en Syrie et en Irak parce que Daesh a d'autres chats à fouetter dans la région là-bas que de s'attaquer à Charlie Hebdo. Je ne serais pas du tout étonné que ce soit une opération d'idéologue de type Ayman al-Zawahiri. Louis Caprioli. Oui, moi ce qui m'interpelle, quand je regarde Sifawi, quand je regarde Mohamed Sifawi, et quand je regarde cette opération, ça me replonge dans ces années de feu qu'il a bien connues, et que ces journalistes qui ont été tués aujourd'hui, ça veut dire que demain, on aura, j'allais dire, des auteurs qui vont être assassinés, des professeurs qui vont être assassinés, des professeurs d'université qui vont être assassinés, parce que ça me rappelle ce qu'il a vécu en Algérie dans les années 94, c'est-à-dire que le GIA a systématiquement assassiné les journalistes, a assassiné les intellectuels, pour qu'il n'y ait plus de déviance comme il l'estimait. Et donc on est rentré, si on s'en tient à ce qui vient de se passer, dans un processus qui est un processus de guerre contre les intellectuels, et nous sommes tous d'une certaine façon des intellectuels, et donc là c'est vrai que c'est une menace contre la liberté et contre nos choix, et c'est vrai c'est pour ça que je m'interrogeais pourquoi 10 ans après cette opération, c'est qu'il y a quelque chose de lourd derrière. Ça amène cette question SMS que je n'avais pas encore prise, qui était la suivante. Ces barbares étaient mieux armés que les policiers, est-ce normal? Ils avaient un fusil à pompe, et puis des Kalachnikov, et comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le marché parallèle de la grande truanderie en Europe, à partir de filières qui viennent des Balkans, notamment du Kosovo, on peut se fournir des Kalachnikov assez facilement. Je vous rappelle que Nemouche, ce terroriste qui avait été en Syrie, qui a fait la tuerie à Bruxelles, avait sur lui également une Kalachnikov quand il a été arrêté en France. Roland Jacquard, ça veut dire qu'en permanence, et ce qui a été fait dès aujourd'hui, il va falloir ne surtout pas appeler à la haine, et je disais en début d'émission, rester calme. Et j'ajoute, comme à chaque fois, ce qui n'est pas facile, et en même temps, il va falloir qu'on perçoive une activité policière et de protection, même dans ces aspects massifs, enfin, qui rassurent les Français, parce que... Oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans un type de ce que j'appelle, c'est du terrorisme de masse. Terrorisme de masse, c'est-à-dire on utilise ce qu'on a sous la main, pas forcément des attentats sophistiqués avec des explosifs à distance ou autre, pas forcément des kamikazes, c'est plus difficile à mettre en place en Europe, mais du terrorisme de masse, style qui avait beaucoup circulé sur les réseaux salafistes Internet après l'attaque d'un hôtel à Mumbai en Inde, où ils tiraient la Kalachnikov dans les couloirs. Et malheureusement, ce terrorisme de masse est le plus difficile à prévenir dans le cadre de la lutte antiterroriste. Rappelons enfin, on y a fait plusieurs fois allusion depuis le début de cette émission, notamment Dominique Régnier, que cet attentat intervient alors qu'on observe une vague d'islamophobie qui parcourt une bonne partie de l'Europe. Elle a pour origine les exactions récentes de Daesh en Syrie et en Irak et les décapitations qui ont fait la une de l'actualité. L'Allemagne, la Suède, des pays habituellement très pondérés, et même Angela Merkel appelle au calme. Stéphanie Gillon. C'était la semaine dernière, un appel lancé par la chancelière lors de ses vœux adressés aux Allemands pour 2015. Je dis à tous ceux qui vont à ces manifestations, ne suivez pas ceux qui appellent à y participer, car trop souvent, leurs cœurs sont remplis de préjugés, de froideur, voire de haine. Les manifestations dont parle Angela Merkel, ce sont ces rassemblements ouvertement islamophobes, de plus en plus massifs, organisés tous les lundis depuis le mois d'octobre par le mouvement Pegida. Mais les exhortations de la chancelière n'ont rien changé, au contraire. Lundi dernier, dans la ville de Dresde, berceau de la contestation, en ex-Allemagne de l'Est, ils étaient 18 000 dans la rue, un record. Dans la foule,
Des militants d'extrême droite, des néo-nazis, mais surtout de simples citoyens qui, dans une région qui ne compte que 2% d'habitants d'origine étrangère, sont venus dire leur peur face à l'afflux de réfugiés, en hausse de 57% en Allemagne en un an. L'islamisation a lieu. Elle se passe dans nos écoles, dans nos crèches, où on ne propose plus de menus avec du porc. Nous ne voulons pas de ça. Chacun peut manger ce qu'il veut, prier où il veut. Mais le peuple ne doit pas céder à la pression. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne se voient pas d'avenir en Afrique et qui viennent ici. Il n'y a pas seulement des Africains, mais ils viennent aussi de Syrie, un peu d'Irak, de Roumanie, de partout en fait. Et notre gouvernement, l'Europe en général, eh bien ils ne prennent aucune mesure, ni économique, ni civile. Des manifestants défilant au slogan de « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple, déjà entendu dans la bouche des opposants au régime de la RDA, peu avant la chute du mur de Berlin. Je trouve qu'aujourd'hui nous avons encore prouvé que nous pouvons juste nous promener, que nous sommes des adultes, que nous avons fait le bon choix et que nous pouvons lentement, très lentement, faire bouger les choses dans notre pays. Dresde, mais aussi dans une bien moindre mesure, Berlin et Cologne, où les militants pro-Pegida se sont retrouvés face à d'importantes contre-manifestations. Lundi, la cathédrale a même été éteinte en signe de protestation. Des Allemands inquiets pour l'image de leur pays encore marqué par son passé nazi et qui, en phase de déclin démographique, cherchent à attirer les immigrés. Je crois que le pire dans tout cela, c'est que c'est un mouvement contre l'ouverture de la société. Ils veulent créer leur propre communauté parce qu'ils trouvaient que c'était mieux avant. Pour moi, c'est vraiment de la merde. Et l'Allemagne n'est pas le seul pays en proie à une vague d'islamophobie. La Suède, réputée si accueillante pour les immigrés, a dû faire face en quelques jours à pas moins de 4 attaques contre des mosquées. La première, le jour de Noël, 70 personnes étaient à l'intérieur, bilan, 5 blessés. En réaction, de nombreux Suédois sont venus accrocher des cœurs aux mosquées vandalisées. Comme cette femme qui dit faire cela par solidarité avec ses compatriotes musulmans. En Suède, le parti d'extrême droite est devenu la 3e force politique du pays. Un pays qui attend cette année 100 000 demandeurs d'asile, soit plus d'1% de sa population. Vous observez ces mouvements depuis longtemps et vous les analysez. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce qui se passe dans les dernières semaines, et notamment dans des pays comme l'Allemagne ou la Suède? En fait, ce qui me frappe depuis que je regarde ça, c'est la vitesse de maturation de ces mouvements, parce que ça fait longtemps, enfin quelques années en tout cas, qu'on les voit se former, s'exprimer, s'organiser en partie, gagner des élections, mais c'est un processus dont on pouvait penser qu'il arriverait au niveau qu'il a atteint aujourd'hui dans quelques années. Et donc je suis frappé par la vitesse et l'accélération. Je suis frappé aussi par ce qui a été dit dans le reportage et des malentendus qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe, je crois, si on les laisse s'installer. Par exemple, c'est plus compliqué que ce qui a été dit, parce que ce ne sont pas des Européens qui ne veulent pas d'étrangers. Ce ne sont pas des Européens qui ont peur du monde et de l'ouverture. Pas du tout. Pas du tout. Si vous prenez la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, la Norvège, la Suisse, où ces mouvements sont puissants, vous avez des sociétés totalement globalisées, qui réussissent et qui aiment la globalisation, et qui vous le disent de toutes les façons possibles, qui n'ont pas de problème avec l'étranger, mais qui vous disent avoir un problème avec l'islam. C'est pas la même chose. Et qui collent des stickers sur le bar des mosquées. Voilà. Et c'est une difficulté singulière. Et là, je dirais, il y a une espèce de... C'est ça le drame d'aujourd'hui. Je veux dire, la situation politique dramatique dans laquelle nous sommes, c'est que, au fond, même par exemple cette idée que c'est de l'islamophobie, on mélange tout, c'est comme ça, on ne peut pas non plus tout le temps avoir des termes tout à fait précis, mais il y a des gens qui ont peur de l'islam, il y a des gens qui détestent l'islam. C'est pas la même chose du tout. Non. Breivik détestait l'islam, il a assassiné 77 personnes pour ça.
norvégiens, etc., pays richissimes, etc. Donc on a cette espèce d'anti-islamisme fanatique, meurtrier, qui se mêle à ces mouvements-là et qui manipule des peurs ou des inquiétudes qui se sont multipliées en Europe à l'occasion de contentieux dont il faut reconnaître la réalité, sinon on se trompe. Je veux juste vous dire ceci. Il y a en Grande-Bretagne, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, 50 tribunaux de charia qui fonctionnent, avec des conséquences qui sont désastreuses en cas d'héritage pour les filles, bien sûr, c'est un exemple que je prends. Il y a des cas nombreux de conflits sur la question du foulard, sur la question des régimes de cantine scolaire, c'était évoqué dans le commentaire. Il y a la question du rapport à l'hôpital et à la personne qui vous soigne a multiplié les contentieux. Dans toute l'Europe, ces contentieux-là se sont multipliés. Et donc, ce n'est pas une question d'assimilation, ce n'est pas une question d'intégration. Ce qui est posé aujourd'hui, c'est la possibilité de faire entrer l'ensemble des membres de cette communauté sous le règne de la même loi. C'est ça qui est ressenti comme étant refusé par ceux qui manifestent, dont certains sont en gros d'extrême droite, mais la plupart, je pense, attention, sans doute pas. Merci Dominique Régnier. On va passer maintenant aux questions SMS. Cet attentat ne fait-il pas le lit du Front National, nous demande un téléspectateur. Quelle est votre analyse? Écoutez, la réponse que je ferai spontanément, c'est oui, j'ai pensé aussi, moi, assez vite, quand j'ai su qu'il y avait cette catastrophe. Ce que je crois de très important, c'est ce qui c'est pour essayer de contenir. La suite nous dira aussi, hein, mais on est un peu court là en termes d'informations. Bien sûr, puis on traite à chaud une actualité qui est elle-même brûlante et dramatique. L'efficacité de la double intervention du président et de l'ancien. Le fait que les deux, on a tous été témoins, n'ont pas prononcé le nom de la religion. Aucun n'a dit ça. Donc ce sont des façons de montrer que nous sommes forts, nous sommes résistants. Et donc qu'il n'y a pas, au fond, de délitement au niveau de l'État face à cette menace. Si jamais, donc là ça contient, je dirais un petit peu, mais s'il y a par la suite le sentiment qu'on ne les a pas attrapés, ou qu'ils ont recommencé, ou que finalement on ne tient pas l'ordre public, là en revanche, oui, ce sera très favorable. Je vais essayer de prendre un certain nombre de questions et de faire tourner la parole. Ne pensez-vous pas que le pire est devant nous, nous demande un téléspectateur ou une téléspectatrice, Mohamed Sifaoui. En fait, le pire, pour être dans la continuité de ce qui vient d'être dit, le pire, c'est que finalement, on crée les conditions d'un face-à-face entre l'extrême droite et les expressions les plus extrémistes de l'islam, ou qui s'expriment au nom de l'islam. Le plus important, c'est que, ce qu'il faut savoir, si on devait faire un peu de pédagogie, c'est que l'extrême droite, l'histoire de l'extrême droite européenne, montre que l'extrême droite, dans son ensemble, n'avait pas besoin de l'islam pour exister. Elle a toujours choisi des boucs émissaires. Et je suis d'accord avec, justement, ce distinguo entre ceux qui ont peur, légitimement, parfois, parce que l'islam, parfois, fait peur. Certains musulmans, oui, font peur, interpellent, angoissent. Il faut savoir le dire, et de la manière la plus claire. Sauf que cela ne veut pas dire pour autant que tous les musulmans doivent nécessairement poser problème systématiquement et qu'ils doivent être vus systématiquement comme des dangereux terroristes potentiels. Cela étant dit, donc le face-à-face à éviter, c'est celui qui va permettre à l'extrême droite de s'abreuver, de s'alimenter de faits dramatiques comme celui-ci, ou alors de faits divers, beaucoup moins grave, comme on l'a vu, je dirais, y compris en prenant ancrage sur des fous furieux qui, parce qu'ils ont crié Allah Akbar ou pas, on va considérer, même lorsqu'ils ne sont pas musulmans, que c'est un attentat islamiste. Et ça, l'extrême droite sait faire, c'est-à-dire utiliser finalement tous les faits divers. Et là, la responsabilité et du politique et du médiatique est importante parce qu'on n'a pas à ethniciser à ethniciser le crime et à ethniciser la délinquance de manière systématique, tout en gardant à l'esprit qu'il faut appeler un acte terroriste. Donc il y a cette nuance finalement. Ce qu'il nous faut, c'est arriver à trouver de la nuance et dans le propos, et revenir à quelque chose qui caractérise l'expression française, c'est-à-dire un certain classicisme qui nous permette de faire parvenir une idée sans pour autant, pardonnez-moi l'expression, parler comme un beauf. Parce que parfois, des intellectuels ou des hommes politiques, quand ils se mettent à parler comme des beaufs, là, ils alimentent effectivement et le Front National et les islamistes. Du coup, je vous pose la question suivante, en vous demandant d'essayer de me faire une réponse courte. Pour que la cohésion nationale soit forte, il me semble essentiel que les musulmans réagissent très, très fermement. Alors, face à ce genre de demandes, qui, moi, me paraissent légitimes, parfois, on a vu des musulmans
tout à fait intégré à la société française, qui disait non, j'en ai assez qu'on me demande des certificats de condamnation des islamistes extrémistes. En même temps, ce soir, on le comprend. Oui, enfin, que des citoyens s'expriment aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et dénoncent, etc., ils le font. Mais qu'est-ce qui est demandé? En fait, il y a des représentants officiels de l'islam de France, et ceux-là s'expriment. Oui, ils ont immédiatement réagi, bien entendu. Ils ont immédiatement condamné. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont condamné. Donc la condamnation y est. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que chaque musulman, individuellement, père, mère et enfant, puisse faire un communiqué en jurant sur tous les saints et sur la République et sur la Constitution et sur le Coran et sur Allah qui ne sont pas terroristes. Ça, la société ne l'aura jamais. En fait, ce qui devra être attendu, mais ça, il faudra une explication beaucoup plus longue, c'est qu'en réalité, on dégage une société civile musulmane, mais comme on n'est pas dans un pays communautariste, cette société civile musulmane n'est pas censée exister. Le citoyen français de confession musulmane est d'abord un citoyen français. Les policiers sont-ils suffisamment bien préparés, entraînés et armés pour affronter ce à quoi on a assisté ce matin? Louis Caprioli. Si vous voulez, les services, j'allais dire, s'attendaient à des attentats. Alors de cette ampleur, je ne sais pas, mais on s'attendait au pire. C'est-à-dire des voitures piégées, des tirs de Kalash et des trucs comme ça qui sont, c'est sûr. On a quand même été ultra préparés. Hein, simplement, pour répondre à une de vos questions, pourquoi les policiers ne sont pas armés de pistolets mitrailleurs? Parce qu'on n'est pas dans un état de guerre civile encore. Et que si tous les policiers avaient des gilets pare-balles, des pistolets mitrailleurs, ça voudrait dire que, alors que l'attentat n'a pas été commis, ça voudrait dire que l'État s'attend à tout moment à un attentat. Et on n'est pas dans cette démarche en France. La question peut se poser autrement, si vous me permettez. Le maire de Toulouse considère qu'il manque 200 policiers à Toulouse pour faire face aux menaces spécifiques qui se sont exprimées depuis quelques mois dans la région toulousaine, qui ont un rapport avec le terrorisme. Il dit qu'il manque 200 policiers. On ne dit pas nécessairement on manque de gilets pare-balles et de mitrailleurs. On peut aussi manquer de policiers. C'est une vraie question parce que j'ignore la réponse, y compris le dossier. Mais est-ce que nous avons en France, du point de vue budgétaire, les moyens pour avoir une police capable de faire face à cette menace? Alors il faut savoir que la France, la police, elle fait face à de multiples menaces d'ordre criminel. C'est énorme, si vous voulez. Et le phénomène auquel nous avons à faire face actuellement, c'est un phénomène qui est d'une ampleur qui n'a jamais été vue. Il n'a jamais été vu. Il faut savoir que la DGSI, ce sont 3200 fonctionnaires, que le service central de recherche territoriale, ce sont 2000 fonctionnaires, 5200 fonctionnaires. Il faut savoir qu'un fonctionnaire, ça ne travaille que 8 heures par jour, et quand ça travaille plus... Et oui, mais c'est ça la réalité. Ça paraît très peu, c'est ça que oui, si vous voulez que les services extérieurs, que la DGSE, ce sont 5000 personnes, qu'on n'a pas suffisamment de monde. On le disait, pour faire des surveillances, pour faire des écoutes. Quand vous surveillez un individu, vous surveillez tous ses contacts. Il faut les identifier, il faut faire des enquêtes. Et donc, il faut faire des choix. Et donc, on n'a pas suffisamment de monde. Mais on n'aura jamais suffisamment de monde. Et dans ce phénomène qui prend une telle ampleur, je crois qu'il faut, à des moments, il faut faire des choix. Et voilà. Il me reste une petite minute. Ne faudrait-il pas organiser une coalition internationale pour s'attaquer aux chefs et au financement du terrorisme islamiste? Est-ce qu'on a l'ébauche de ça? Non, ça existe déjà. Et j'aurais juste terminé par une phrase de Charlie Hebdo. Lutter contre le djihadisme, il ne faut pas fermer des mosquées, mais ouvrir des hôpitaux psychiatriques. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission qui sera ce soir rediffusée à 22h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Je viens d'apprendre qu'il y avait d'ores et déjà en ce moment une manifestation de soutien et d'émotion après ce qui s'est passé ce matin à Charlie Hebdo qui se tient place de la République. Il y aurait d'ores et déjà plusieurs milliers de personnes qui sont allées en ce moment même exprimer leur solidarité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu demain pour une nouvelle émission. Il sera 17h45 ou sera en direct et auparavant. Axel de Tarlet recevra son invité. À demain. Merci.